Il est 20 h au tribunal de Dakar, la même heure dans nos studios, mesdames et messieurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Les travailleurs de la justice ne lâchent toujours pas l'affaire. Le SYTJUST et l'UNTJ décrètent à nouveau 72 heures de cessation de travail à partir de ce lundi. Les syndicalistes dénoncent des atteintes graves aux droits fondamentaux et appellent à une réaction d'urgence. Le président de la République sera absent du territoire du 29 juin au 2 juillet 2025. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rend à Séville en Espagne pour participer à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Récemment nommé archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a reçu ce dimanche le pallium des mains du pape Léon XIV à Rome. Une cérémonie qui marque le retour à une tradition que le pape François avait modifiée. On en dira davantage en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs de la justice maintiennent la pression devant le gouvernement. Le SYTJUST et l'UNTJ appellent encore à 72 heures de cessation de travail à partir de ce lundi. Les syndicalistes dénoncent des atteintes graves aux droits fondamentaux et appellent l'État à une réaction d'urgence. Pape Bandagaï nous en dit plus. Bientôt 3 semaines que la justice sénégalaise tourne au ralenti. Mais le mouvement de grève lancé par les travailleurs de la justice se poursuit avec un nouveau mot d'ordre. Un arrêt de travail de 72 heures à compter de ce lundi. Dans les tribunaux, les grèves sont fermées, les audiences systématiquement renvoyées. Aucune délivrance ni dépôt d'acte n'est possible, bloquant toute la chaîne judiciaire. Juges, avocats, notaires ou huissiers de justice sont à l'arrêt. Et les justiciables, eux, voient leurs droits bafoués. Des détentions sont prolongées sans jugement, des mandats de dépôt délivrés automatiquement et le droit à un procès équitable est aujourd'hui mis à mal. Mais la crise dépasse le seul champ judiciaire, le registre du commerce est bloqué, les entreprises ne peuvent plus se formaliser, les crédits ne sont plus garantis. L'État lui aussi perd de l'argent. Plus de recettes liées aux timbres, aux enregistrements ou aux amendes. Face à une telle situation, les syndicats dénoncent un silence insupportable du gouvernement. Le ministre de la fonction publique parle, mais agit peu, disent-ils. Quant au ministre de la Justice, il reste totalement silencieux. Le SYTJUST et l'UNTJ appellent ainsi le Premier ministre et le Président de la République à sortir de leurs réserves. Ils les appellent à agir pour le bon fonctionnement des institutions. Nous vous le disions dans les titres, le président de la République séjournera à Séville en Espagne du 29 juin au 2 juillet 2025. Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit prendre part à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Une rencontre onusienne qui réunira chefs d'État, responsables d'organisations internationales, institutions financières et partenaires au développement autour des enjeux clés liés à la mobilisation des ressources pour un développement mondial durable, équitable et résilient. Le président de la République interviendra au cours de la séance plénière, participera à plusieurs tables rondes thématiques et aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques. Revenons à l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont examiné le projet de loi numéro 11/2025 portant loi de finances rectificative pour l'année 2025. Ils ont adopté le dit projet avec 126 voix pour et 11 contre. Le ministre donc des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a saisi l'occasion pour dresser la trajectoire budgétaire et l'état des finances du pays. C'est un compte-rendu signé Momar Sissé. Le projet de loi de finances rectificative a été adopté par l'Assemblée nationale à la majorité avec 127 voix pour et 11 contre. Mais lors de la plénière, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, dit reconnaître la situation de précarité que traverse le pays. Nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière.
ñu war a jël des responsabilités. La situation n'est pas critiquée, elle peut être gérée. Man da ngeen ma fekk ci ne leen attention fi ñu jëm dafa xaw a sensible sur les questions au moins budgétaires et financières nañu takk ndig yi te liggéey. Il révèle par ailleurs que sur les 260 milliards de recettes attendues ne seront pas disponibles. Les 260 milliards yi ñu doon xaar ci recettes yi duñ ko jot. C'est de la responsabilité, on l'assume. On constate juste que nous étions à 11,6% de déficit budgétaire. Foofu le problème bi nekk. On s'est dit que si on veut bouleverser la tendance, changer complètement de trajectoire, il faut nous réduire le déficit budgétaire. Les investissements publics financés sur ressources internes ont aussi baissé selon Cheikh Diba et le gouvernement l'assume. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Caaxaan baaxul te réew mi dépassé na fu nekkee di caaxaan. Nous, au quotidien, notre travail au quotidien, c'est de faire en sorte que les prochaines cargaisons de pétrole brut soient financées dans le respect des règles. C'est d'avoir les meilleurs coûts d'approvisionnement par rapport à ces produits-là. La loi de finances rectificative constitue l'outil par lequel le gouvernement ajuste son budget initial en fonction de l'évolution de la conjoncture économique afin de traduire ses engagements en actions concrètes. Ce fut un moment intense entre parlementaires hier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Des prises de parole parfois très tendues sur la portée et la pertinence d'une telle rencontre. Les députés de la 15e législature ont examiné le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel pour la période 2026-2028. Ce document prévoit 19 364 milliards de francs CFA pour les dépenses et 16 638 milliards de francs CFA pour les ressources. Sur la période triennale, les prévisions de ressources sont revues à la baisse de 363,900 milliards de francs CFA en valeur absolue et 2,1% en valeur relative du mois d'octobre 2024. Pour la première année de la période triennale, les prévisions des dépenses s'établiraient à 6 213 milliards de francs CFA contre 6 580 dans la loi de finances rectificative 2025, soit une baisse de 367 milliards de francs CFA en valeur absolue et 5,6% en valeur relative. Le ministre des Finances et du Budget ajoute que les dépenses hors comptes spéciaux du Trésor sont évaluées sur la période 2025-2027 à 18 546 milliards de francs CFA contre 19 648 milliards de francs CFA du mois d'octobre 2024, soit une baisse de 1102 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget a aussi précisé que ces dépenses concernent les intérêts de la dette pour 3 982 milliards de francs CFA, les dépenses de personnel pour 4 813 milliards de francs CFA, les acquisitions de biens et services et transferts courants pour 5 174 milliards de francs CFA. Les prévisions triennales relatives aux investissements ont été arrêtées à 4 576 milliards de francs CFA, dont 77,1% de ressources extérieures et 22,9% de ressources internes, indique le ministère des Finances et du Budget. Les investissements ont été arrêtés à 4 576 milliards de francs CFA, dont
77,1% de ressources extérieures et 2027 à 18 546 milliards de francs CFA contre 19 648 milliards de francs CFA du mois d'octobre 2024, soit une baisse de 1102 milliards de francs CFA, le ministre. Nous allons rester toujours à l'Assemblée nationale car le débat d'orientation budgétaire a été une occasion pour certains députés de revenir sur les difficultés auxquelles les régions sont confrontées. Les doléances ont tourné autour des domaines tels que l'éducation, la santé, mais aussi l'assainissement. Dieu Mumbai nous en dit plus. Dans le domaine de la santé, les représentants du peuple ont formulé une crielle de doléances. À chaque terroir, ses propres difficultés. L'hôpital de Mbour est en train de mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, cette structure sanitaire est plus malade que les malades. Bounkiling fait face à de sérieux problèmes de santé. La localité compte plus de 200 000 habitants. Et pourtant, nous ne disposons d'aucun établissement sanitaire. Les députés ont aussi invité le gouvernement à fournir plus d'efforts dans le secteur éducatif. La visite de la première dame Marie-Khone Faye à Kolda ce 29 mai passé a été une occasion aux yeux des caméras qui montre que la zone sud du Sénégal fait toujours face à plusieurs défis en matière d'infrastructures éducatives. Un manque criant de salles de classe, les abris provisoires sont encore et toujours trop nombreux. Des difficultés liées à l'assainissement ont été aussi signalées au cours du débat d'orientation budgétaire, comme les problèmes qui plombent le quotidien des populations de Diass. Nous avons un problème au niveau du canal de Diass, où passent les eaux en provenance de l'AIBD. Durant l'hivernage, la localité est coupée en deux parties. Nous sollicitons la reprise des travaux arrêtés à cause d'un manque d'argent. Des parlementaires ont également plaidé pour que l'équité territoriale soit davantage prise en compte dans les investissements publics. Après avoir recueilli les différentes préoccupations exprimées par les députés de la 15e législature, le ministre des Finances et du Budget a rappelé l'importance du débat d'orientation budgétaire dans le choix des investissements publics. Parce qu'en réalité, le débat d'orientation budgétaire est une première étape. Le DPB devant faire l'objet d'une révision en octobre pour accompagner le projet de loi de finances initial qu'on doit déposer à l'Assemblée nationale. Donc il fait partie intégrante des documents qui doivent l'accompagner. À partir de la semaine prochaine, les services vont notifier aux différents départements sectoriels les enveloppes indicatives émanant de ce processus de cadrage. D'après le ministre, toutes les préoccupations seront prises en compte afin de résoudre au plus vite celles qui sonnent comme des urgences. La crise que traverse le secteur des médias a été également évoquée hier à l'hémicycle. Amadou Diallo demande au gouvernement de reverser les fonds destinés à la presse. Le député de Taku Walou estime que le blocage de ces fonds est en train d'asphyxier les organes de presse. Ce sont d'ailleurs des fonds prévus dans le budget, nous dit-il. Monsieur le ministre, règlement fonds d'aide à la presse, il faut y jox les entreprises de presse seen wàll ci budget national bi donc seen moomeel la seen droit la il ne faut pas le retenir pour asphyxier et tuer des entreprises mises en place par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Donc loolu nañu fexe reverser les fonds d'aide à la presse. Ça ne sert à rien de le garder pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Je pense que loolu aussi am na solo. Si ce député défend donc l'intérêt général du secteur de la presse, deux députés, eux, ont défendu l'intérêt d'un des acteurs de cette presse, en l'occurrence Bachir Fofana. Hier, à l'Assemblée nationale, Abdou Mbow et Pape Djibril Fall ont demandé au président de l'Assemblée nationale de retirer sa plainte. Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette occasion pour faire une demande en tant que collègue. Je vous demande de retirer votre plainte contre Bachir Fofana. Nous ne voulons pas que l'on dise que c'est notre président qui envoie les gens en prison. Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous assistons à une régression démocratique au Sénégal.
parce que Bassirou Fofana n'a pas sa place en prison. Mais c'est vous qui l'avez emmené là-bas. La détention n'est pas un principe mais une expression. La phrase formulée par Maître Ngagne Demba Touré en marge du séminaire sur la bonne gouvernance organisé par le parti politique Tabac Construire de Boubacar Camara. Le président de la jeunesse patriotique du Sénégal dresse une feuille de route en vue de réformer la justice sénégalaise. Voici ses propos. Conseil supérieur de la magistrature, nous devons réformer. Acteurs magistrats conseil supérieur de la justice. Les réformes du Conseil supérieur de la magistrature vont permettre à tout un chacun de s'approprier davantage la notion de la justice. Les magistrats constituant le pilier, mais c'est l'affaire de tout le monde. Les réformes sur le code pénal, sur les procédures pénales, les bases sont déjà bien établies. Et cela nous permettra d'avoir une justice digne de ce nom. C'est ce à quoi on s'attelle depuis notre prise de fonction. La plupart des délits d'opinion, le mode de règlement utilisé par le parquet est le flagrant délit. L'ensemble des textes, pratique, la politique pénale définie par le gouvernement. Ngagne Demba Touré, ses propos traduits par Oumar Thiam. La liberté d'expression et celle de la presse constituent des piliers essentiels de toute démocratie, garantissant à chacun le droit de s'informer, de s'exprimer et de questionner librement. À Kaolack, ces principes sont au cœur des débats. Chacun y va de sa position. Regardez. Voilà, l'accès à l'information, vous l'avez dit, et vous avez touché la plaie. Et c'est important aussi. Parce que tout ce qui est arrivé aujourd'hui aux journalistes qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention ou qui sont interpellés par la cybercriminalité ou la division des investigations criminelles ou par la justice elle-même, c'est lié à la réticence d'information. Parce qu'un journaliste qui a envie de montrer aux autorités que voilà, il y a des manquements par-ci ou par-là, s'il va au niveau d'une institution pour aller à la quête de l'information, on le prive de ces informations. Bon, si je dois parler de l'accès à l'information, maintenant tout le monde a accès à l'information. Parce que ce n'est plus un problème d'accéder à l'information et à n'importe quelle information. Mais il reste à savoir si l'information est vraie ou fausse. Il faut que ceux qui sont contre le régime aussi se retiennent. Et ceux qui sont dans le régime aussi, il faut qu'ils se retiennent. Donc dans toutes les deux parties, il faut qu'il y ait une balance, quoi. Il faut balancer les choses. Donc si vous dites la vérité, si vous donnez une information déjà vérifiée. Si vous dites aussi une critique, vérifiez si ce que vous véhiculez est vrai ou faux. Moi, ce que je pense, c'est que la démocratie a ses limites. Ce n'est pas de dire ou de faire tout ce que l'on veut. Même dans ta propre maison, tu ne dois pas faire ce que bon te semble. La liberté d'expression a des limites. Il faut quand même avoir des preuves sur tout ce que tu avances. Droit à l'information. Alors, nous allons vous informer sur un mouvement d'humeur donc à Yeumbeul Sud. Les populations s'insurgent contre le déversement d'eau usée au niveau du carrefour. Cet acte serait à l'origine d'une insalubrité qui menace la santé des habitants. C'est un reportage signé Bakary Cissé et Babalo. Situé entre trois quartiers de Yeumbeul Sud, à savoir Medinatul Mounawara, Boun 3 et Djidda, ce carrefour montre un visage hideux et dégage une odeur nauséabonde en raison des eaux usées. Les populations tentent d'expliquer la source du problème. À mon avis, c'est les travaux qui n'ont pas bien fait. En toute sincérité. Pendant l'hivernage, après l'hivernage, toujours c'est l'eau qui coule. Bon, avec la saleté, tout ça. Donc vraiment, ça nous fait très mal, avec l'odeur surtout. Donc vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est des branchements sociaux, des maisons, des branchements eaux usées
des branchements les fosses saustiques. L'état actuel du carrefour a impacté sur les activités des travailleurs riverains. Il y a un problème parce que cette odeur-là, ça empêche les personnes de venir, les clients. Au-delà, il y a d'autres risques qui peuvent en découler. Ce riverain alerte. Nous avons tous constaté, c'est un gros risque que nous courons, aussi bien les automobilistes, aussi bien que les piétons. Là, il y a énormément de voitures qui passent, il y a énormément de piétons. Donc c'est une situation qui doit être vite fait réglée et ça ne peut pas attendre. La présence des eaux usées au niveau de cet endroit préoccupe les personnes. Les services de l'État sont interpellés. On interpelle l'ONAS, on interpelle l'État. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette situation-là, alors qu'on n'est pas en hivernage encore. À Dakar, il n'a plus qu'une seule fois. Mais cette eau-là, plus ou sans plus, ça sort. Et on ne sait pas d'où ça vient. Carrefour où les eaux usées ont élu domicile devient une menace réelle pour la santé des populations riveraines. Si à Yeumbeul Sud, les populations sont dans le désarroi, à Yeumbeul Nord, par contre, les femmes sont dans la joie. Elles disposent désormais d'une maison de femmes bien équipée. Ce joyau servira de cadre de capacitation, de formation et surtout de valorisation des compétences féminines. C'est un reportage de Bakary Cissé. Les femmes de Yeumbeul Nord ont désormais entre leurs mains un joyau bien équipé pour développer leurs activités génératrices de revenus. C'est aussi un cadre pour donner un nouveau souffle à l'entrepreneuriat féminin. Célébrer une inauguration pour une maison de femmes constitue un grand plaisir pour moi. Alors, mais ce qui est important, cette maison n'est pas donnée aux femmes et la représentante du ministre est venue là-dessus. On ne l'a pas donné aux femmes pour se rassembler, pour faire du folklore. C'est un lieu de travail. C'est un cadre qu'on a créé pour que les femmes puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent se former, puissent travailler et puissent se développer. Et c'est très important. Ainsi, elles seront soutenues par la ministre de la Femme et des Solidarités à travers des financements, des formations de qualité. Une convention sera signée bientôt. Nous avons discuté avec les femmes pour leur dire que Madame le ministre accorde une priorité à la formation, à la formalisation pour permettre aux femmes de bénéficier des appuis du ministère de la Famille et des Solidarités, notamment les financements. Et pour montrer toujours la disponibilité de Madame le ministre, nous allons incessamment signer une convention avec la mairie de Yeumbeul pour harmoniser nos interventions à travers la CEDAF, le CENAF. Le CENAF, c'est le centre de formation, d'assistance pour les femmes. Ce joyau rénové et bien équipé, les femmes de Yeumbeul Nord sont invitées à se l'approprier et bien l'entretenir. Nous allons parler à présent de la littérature. Face au désintéressement des jeunes à la lecture, la bibliothèque de quartier, les bibliothèques de quartier sont une alternative pour davantage pousser les jeunes à la lecture. C'est en tout cas la position d'Anne Poulo-Ardo-Sow qui a inauguré hier à Ouest Foire une bibliothèque. Ce lieu dédié à la lecture mettra également à disposition des férus de la littérature un corps professoral et un matériel adéquat pour redonner l'amour de la lecture aux plus jeunes. Regardez. Malheureusement, on nous dit que les enfants ne lisent pas alors qu'on ne les met pas dans les conditions. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'heure de la crise des valeurs, à l'heure où aujourd'hui on dit que les enfants ne lisent pas, inaugurer une bibliothèque, nous pensons que c'est une excellente chose. Imaginez si dans tous les quartiers de Dakar, dans tous les quartiers du Sénégal, il y avait des bibliothèques. Nous pensons que véritablement le niveau de nos enfants serait relevé, les rendements internes et externes seraient améliorés. L'école sénégalaise serait cette véritable école-là performante. Mais aussi, il y a un autre aspect sur lequel on a voulu innover, c'est faire des projections avec les enfants sur des vidéos. C'est faire aussi des cours de renforcement en maths, en histoire et géo, en français, en anglais, mais aussi c'est
faire des séances de contes, de poésie et de théâtre. C'est-à-dire que nous allons appeler des auteurs, comme tout à l'heure vous avez vu Idrissa Sow Gorkodjo, vous avez tout à l'heure vu Abdourahmane Diallo. Ils vont venir avec nous. Ici, il y a Geladjo Sall, il y a des conteuses qui sont ici. Ils vont venir avec nous, souvent, dans la semaine, faire des séances de contes, de poésie et de théâtre, parce que nous avons en nos élèves, en nos apprenants, des génies, des talents cachés. Donc c'est le moment de leur permettre de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres et de se connaître. La religion à présent, nous vous l'annoncions dans les titres d'ailleurs, ce dimanche 29 juin 2025, lors de la fête des Saints Pierre et Paul, le pape Léon XIV a imposé personnellement le pallium au nouveau archevêque nommé au cours des 12 derniers mois. Parmi eux figure son Excellence Monseigneur André Guèye, archevêque métropolitain de Dakar, qui, comme vous le voyez sur les images, a reçu donc ce matin cet insigne distinctif au Vatican même. Une cérémonie qui marque le retour à une tradition que le pape François avait modifiée. Retenez tout simplement que le pallium pour un évêque est un vêtement liturgique symbolisant son union étroite avec le pape et sa mission de pasteur, de guide spirituel du peuple de Dieu. Il est notamment porté par les archevêques métropolitains. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci. Nous allons donc vous laisser avec Grégoire Sambangom pour la partie information relative donc au sport dans l'émission Sport sur 7 à partir de 21h. Grégoire Sambangom reçoit à Sambou Biagui. Il est le directeur de la Maison de la Presse, mais là il va venir en tant que journaliste sportif. Cheikh Tidiane Sy, journaliste également sportif, et Moustapha Sayo. Ils vont faire donc le tour de l'actualité sportive. Ce sera à partir de 21h. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination de ce journal, à Bamba Traoré et Pape Diop pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Excellente soirée à toutes et à tous.